Aujourd'hui, on va parler d'écosocialisme et de révolution écosocialiste. Justement, ça fait la parfaite transition, pastèque et avocat, merci. Et on va parler du manifeste de la 4e internationale là-dessus. Du coup, oui, c'est une vidéo qui est faite par Inprecor, donc c'est un peu comment dire? Le média, le journal de la 4e internationale, du coup le NPAA. La gauche anticapitaliste, de mémoire, c'est en Belgique, c'est un parti belge. Depuis sa création, il y a presque 90 ans, la 4e internationale et ses sections élaborent, écrivent et votent un ensemble de textes sous la forme de manifestes. Donc là, c'est le dernier en date qu'on va voir ensemble. Du coup, on va pas faire la lecture, mais on va plutôt regarder une vidéo, ce sera plus vivant, de gens qui en parlent. Ces textes visent à faire le point sur la situation internationale présente et à redéfinir son orientation programmatique pour aborder les luttes politiques à l'échelle du monde. Là, on parle vraiment, d'internationalisme et c'est ce que je trouve très intéressant. Celui que nous venons de voter au dernier congrès de la 4e internationale en 2025 veut répondre à des bouleversements intenses, crise des impérialismes, crise du capitalisme, montée des fascismes, et surtout élaborer une pensée marxiste révolutionnaire face à la polycrise et notamment sa dimension climatique qui menace l'existence même de l'humanité. Voilà, voilà en gros. Alors moi, ce que je trouve très intéressant, voilà, c'est l'aspect internationaliste. Parce qu'en fait, la 4e internationale, elle regroupe des organisations, du monde entier au final, qui viennent du monde entier. Et d'ailleurs sur le site, vous pouvez retrouver toutes les organisations qui sont signataires quoi, qui ont rejoint, qui cotisent à la 4e internationale. Et dans un contexte où on a vraiment une internationale fasciste qui s'organise, on peut le dire, qui s'organise et pour leurs idées, morbides et mortelles, eh bien, je pense que c'est intéressant d'avoir une organisation comme ça, qui en plus a actualisé sa pensée, qui porte une pensée écosocialiste, on le verra à quel point ça peut être intéressant et que ça peut rejoindre certaines pensées. Et je pense notamment, et là je pense à un mouvement, on va dire, qui est censé être allié, qui est la France insoumise. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour un mouvement comme ça qui en plus fait des déplacements souvent de par le monde, mais au lieu de faire des déplacements qui sont uniquement diplomatiques, voilà, ça pourrait être intéressant de rejoindre la 4e internationale et donc le manifeste écosocialiste qui, au final, leur demande pas de revenir en arrière sur l'avenir en commun, pas du tout, parce qu'on retrouve beaucoup d'éléments, dans les deux textes. Et ça pourrait être intéressant parce que, dans une perspective internationaliste, d'avoir un mouvement aussi puissant que la France insoumise qui rejoindrait, je pense que ça pourrait bien parler. Et en plus, pour une organisation collective et se rapprocher également des luttes, ce que je reproche un peu à la France insoumise, c'est d'avoir ce prisme un peu, en termes de comment dire? De géopolitique, d'avoir un prisme, purement, étatique et diplomatique et d'oublier un peu les organisations du mouvement social dans les différents, pays. Et bien, là, ça permettrait de raccrocher un peu les 2 bouts, quoi. Et je pense qu'en tant que NPA qui a annoncé ne pas présenter de candidature à l'élection présidentielle, on moi j'appellerais, à mon modeste niveau, mais en tant que militant, j'aimerais appeler à ce qu'on pousse dans les discussions, les négociations, le rapport de force à gauche et avec la France insoumise, à rejoindre, en tout cas à embrasser ce manifeste et à embrasser l'internationalisme, pourquoi pas au sein de la 4e internationale. C'est un document qui a été approuvé en 2025 au moment du dernier congrès mondial de la 4e internationale. Depuis lors, il a été traduit dans une dizaine de langues. D'autres traductions sont encore en cours. Donc on l'a en français, édité par la librairie, La Brèche. Voilà, on l'a en anglais. Ah, c'est beau avec les coquelicots là, super. Hem, on l'a également, ouais, on en a plusieurs fois en anglais, j'ai l'impression. On en a en plusieurs langues, ah ouais. Et à chaque fois, ouais, c'est marrant. Du coup, comme c'est des éditeurs différents, les visuels sont différents, mais c'est intéressant de voir comment ils ont j'aime bien le point là avec l'arbre en même temps, le tronc en forme de point et l'arbre là c'est en grec, hein, si je me trompe pas. Alors attendez, on voit pas la souris, là on la voit. Hem, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce visuel.
Le visuel aussi japonais, il me semble. Euh, me reconnaître les caractères nippons, avec du coup une manifestation. Une manifestation en France, c'est pas une image de manifestation en- au Japon. Bon, elles sont rares, hein. Enfin, il y en a quand même. Mais on reconnaît là une banderole, c'est écrit en français. Voilà. Et, d'autres langues. Ok, super. On peut continuer la vidéo, pardon, mais je voulais voir un peu les différentes éditions comme ça de ce manifeste. Il se retrouve en ligne hein, gratuitement hein, aussi, hein. Voilà. Vous tapez manifeste pour une révolution éco-socialiste. Bon, vous le trouvez, hein, je pense, vous le trouvez gratuitement, facilement. J'essaierai de vous le retrouver tout à l'heure pour vous laisser le lien, néanmoins, mais là, je sais pas s'il y a le lien dans le. Voilà, sur les liens de la quatrième ou d'INPRECOR, peut-être. Sinon, sur le site du NPA, je pense il doit y être. Et donc pour en discuter, on accueille ce soir Christine Poupin. Bonsoir Christine. Bonsoir. Tu as participé activement à la rédaction du manifeste. Tu es membre du bureau de la 4e internationale, porte-parole du NPA, l'anticapitaliste, et tu as été militante syndicale dans l'industrie chimique, qui est une de ces industries qu'il va falloir reconvertir dans une démarche écosocialiste. On y reviendra. Une petite parenthèse, mais il faut vraiment qu'on change le nom de parti, hein, parce que là, même dans le truc, c'était marqué en dessous de Christine Poupin, nouveau parti anticapitaliste A. Non, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Vivement qu'on en discute en interne là pour changer de nom, parce que bon, on est un peu la risée, c'est un peu la risée de pas mal de choses, et à raison, hein, bon, c'est de bonne guerre. Mais ouais, il faut vraiment qu'on change de nom. En plus, il y a moyen de faire des belles choses, là. Il y a moyen de trouver un bon nom, et ça, à chaque fois, changer de nom, c'est aussi un coup de com', hein, donc bon, ça pourrait être intéressant. Et ça permet de pas mélanger, parce que entre le NPAA, il y a le NPAR. Voilà, il y a peut-être des gens qui peuvent aussi se mélanger. Moi-même, sur Insta, à un moment, il y avait un compte des jeunes révolutionnaires. En fait, c'était les jeunes anticapitalistes du NPAR, et je crois que c'était du NPAA. On reçoit aussi Jawad Moustakbal. Bonsoir Jawad. Bonsoir. Merci d'être là. Toi aussi, tu as participé à la rédaction du manifeste. Tu es membre de la 4e internationale, de sa section belge, la gauche anticapitaliste, et du secrétariat d'Attaque et thèmes Maroc. Avec toi, on reviendra sur cette idée de décroissance matérielle globale dans un monde inégalitaire et d'héritage colonial, postcolonial, et néocolonial aussi, du point de vue des pays dominés. Et enfin, Adèle, bonsoir. Toi, tu es membre des jeunesses anticapitalistes et de la direction du NPA, l'anticapitaliste. Toi, tu n'as pas participé à la rédaction du manifeste, mais c'est notamment pour ça qu'on voulait t'entendre ce soir. On a vu ces derniers mois des mobilisations de la jeunesse dans différents pays, surtout la dernière année, en 2025, ce qu'on a appelé les révoltes de la Gen Z. On va revenir avec toi sur ce que ce manifeste peut apporter et quel outil il peut constituer pour s'adresser à cette génération en révolte. Et là, je trouve ça hyper intéressant de faire une vidéo comme ça avec des membres de la quatrième pour voir si le manifeste, euh, même un an après, un peu plus d'un an après, si il est encore valable en fait, s'il nécessite une actualisation, si au final les constats, donc ça c'est l'introduction du manifeste, s'ils sont toujours bons, s'ils se sont accentués, quelle différence il y a. Ça, politiquement, c'est assez, assez intéressant. Je pense que ce sur quoi il faut désormais davantage insister, je l'ai dit, voilà, cette barre des 1,5 degré, ce seuil des 1,5 degré qui avait été arraché hein, par les pays qui sont en première ligne des conséquences du changement climatique au moment de l'accord de Paris, vraisemblablement sera dépassé. Mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est à quel point, en fait, les dirigeants du monde, en fait, ont intégrer cette idée-là. Et on est maintenant vraiment dans l'idée du dépassement. C'est-à-dire, voilà, on va dépasser les 1,5 degré, et y compris on renonce à toutes les politiques voilà, d'atténuation, c'est-à-dire pour ne pas dépasser ces 1,5 degré. Et donc ça voudrait dire renoncer aux énergies fossiles, ça veut dire renoncer à quelque chose de structurant dans le capitalisme mondial. Ils ont décidé de faire une croix là-dessus, et maintenant on passe sur autre chose qui est une forme d'adaptation à ce monde qui va changer. Mais une adaptation qui est une adaptation qu'on pourrait dire sélective, anti-pauvre, c'est-à-dire une adaptation pour permettre aux plus riches de survivre. Et je crois vraiment qu'il faut comprendre la situation de guerre exacerbée dans laquelle on est, dans cette situation-là où ils ont... Donc là, c'est vraiment intéressant parce que là, dans son discours, elle arrive à articuler et de manière assez limpide le lien entre le social et l'écologie, hein. Vraiment, c'est là l'écosocialisme vraiment, vraiment très bien expliqué là.
et en plus avec le contexte qui est celui que l'on connaît actuellement. Oui, et Jawad, peut-être avec ces guerres, on assiste un peu au retour de la mise sous tutelle, hein, on l'a vu au Venezuela, ou la tentative en Iran des ressources pétrolières, mais aussi de toutes les ressources naturelles. Et on peut dire que, comme l'a dit Christine, les énergies fossiles, mais aussi l'extractivisme, sont plus que jamais au centre de la politique des classes dominantes. Oui, effectivement, comme tu le dis, enfin, les énergies fossiles sont vraiment au cœur maintenant des politiques des classes dominantes. Dans le manifeste, on rappelle quand même que, combien d'années maintenant, 34 ans après le sommet de Rio, les énergies fossiles restent quand même, dominent le mix énergétique au niveau mondial. Les derniers rapports au niveau mondial confirment en fait cette tendance. Le dernier, c'était le rapport du Energy Institute qui parle de 87% de l'énergie, enfin 87% de l'énergie du mix énergétique est formée de l'énergie fossile. C'est même plus que ce qu'on a mis dans le manifeste. Il y a aussi, ça je pense. Et ouais, là c'est un peu intéressant ce qu'il dit parce que souvent j'ai pu voir des scientifiques. Il y en a un là c'était sur Blue Sky, je sais plus son nom, mais en fait il publie souvent No. Son nom c'est No, Neau. Je sais plus son prénom. Je lui avais déjà fait la remarque, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes ses publications, eh bien, tu as l'impression que les énergies renouvelables, c'est vraiment la tendance absolue en ce moment, que le fossile, c'est complètement abandonné, parce qu'il parle on va dire, des chiffres de croissance, d'augmentation. Et c'est oublié en volume, en fait, et aussi ce que représentent les énergies fossiles aujourd'hui, encore, même si les énergies renouvelables poussent. Et en fait, comme on est dans un système capitaliste, eh bien, constamment, la production augmente, consommation augmente, et du coup, même si on a une progression en valeur du renouvelable qui est peut-être plus importante que les énergies fossiles. En effet, mais on parle de loin, on part de très loin parce que là, on écoute le camarade Jawad, le camarade belge, qui nous dit qu'aujourd'hui, on est à 87% du mix énergétique mondial, c'est là encore les énergies fossiles. Donc à un moment, il ne faut pas endormir les gens en leur disant ouais, vous en faites pas parce que les énergies renouvelables poussent. En fait, c'est un peu dépolitiser le truc et ignorer qu'on est dans un système capitaliste et que en fait, le système capitaliste considère que les énergies renouvelables, c'est un marché comme les énergies fossiles sont un marché. Et que là, en ce moment, comme les énergies fossiles, bon, les gens, ils sont un peu pas contents par rapport aux énergies fossiles, donc on va pousser les énergies renouvelables. Mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne les énergies fossiles, hein, pour autant. Ça ne veut pas du tout dire ça. Voilà. Et en plus, là, depuis Trump 2, ça, je pense qu'il va l'expliquer, je pense que je vais spoiler, mais depuis Trump 2, eh bien, il y a cette volonté de s'accaparer les ressources en énergie fossile, les ressources pétrolières. Il y a toujours le projet EACOP en Ouganda de Total, le projet de gazoduc énorme là. Bref, il y a plein de choses quand même qui se passent là-dessus sur les énergies fossiles. Et ben, les énergies renouvelables, oui, ça augmente, mais en fait, tant qu'il n'y a pas un renversement du système capitaliste, on va continuer comme ça et on continuera à aller dans le mur. Et il y aura beau avoir autant d'éoliennes, autant de géothermie, autant de panneaux solaires et autres euh, technologies propres que vous voulez. Si à côté de ça, on continue à extraire du pétrole, on continue le gaz, etc., etc., et ben, on va dans le mur pareil en fait, hein. On va dans le mur pareil. La consommation d'énergie fossile augmente, mais elle s'accélère. Cette augmentation s'accélère, ce qui est quand même problématique. Comme tu l'as bien dit, ça démontre quand même que l'énergie renouvelable ne remplace pas l'énergie fossile, il s'y rajoute. Et donc, la transition dont on parle, c'est plutôt. Et je suis basé ou pas? Franchement. Ouais, je m'envoie des fleurs, hein. J'ai le droit, c'est bon. C'est moi qui stream. Le gamin, c'est moi qui stream, c'est bon, j'ai le droit, je me la pète. Ok? Mais bon, j'avais pré-shot quand même. Et je vous l'avais dit que j'avais pré-shot. C'est-à-dire que j'avais pré-shot le pré-shot. Et ça, ça n'a pas de prix, hein. Et ça ne sert à rien. Mais ça sert juste à montrer que j'ai réfléchi un petit peu à la question. Voilà. Allez, on continue.
enfin, une nouvelle forme de capitalisme de désastre où les riches, les multinationales cherchent à accumuler encore plus de profits au nom de la préservation ou au nom de la transition énergétique. Maintenant, cette transition énergétique et ce capitalisme vert, vu du Sud, il s'apparête plus à un nouveau type de colonialisme, ce qu'on appelle un colonialisme vert. Donc, je donne l'exemple, par exemple, de mon pays, le Maroc, où on a quand même un programme assez ambitieux d'énergie renouvelable, de 52% de l'énergie, que ce soit à partir de sources renouvelables, mais la plupart ou la majorité des projets de transition verte s'accompagnent avec des accaparements de terres et de territoires où les communautés locales sont complètement marginalisées et les ressources sont surexploitées. Et bien sûr, qui profite de ça? C'est l'élite locale en collaboration avec les multinationales. Donc, il y a Siemens, les Allemands, il y a EDF, il y a Engie, il y a aussi les pays du Golfe, donc les Saoudiens ou les Émiratis. Je donne juste deux exemples peut-être. C'est Ah, pour moi, ça fait écho à une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps sur l'Institut La Boétie. Donc, c'est un peu c'est l'institut de formation de la France Insoumise, concrètement. Et ils font souvent des conférences. Et là, il y avait une conférence sur la géopolitique. Alors, globalement, le cycle, je l'ai regardé, hein. J'ai regardé, je crois, les 3-4 vidéos. C'est pas fou. Enfin, c'est ce qui montre, moi, le point faible, je pense, le principal point faible de la France Insoumise. Mais, mis à part ça, mis à part ce constat, enfin, mon opinion, c'est qu'il y avait un ministre de la Zambie ou du Gabon, je me souviens plus. Un ancien ministre de la Zambie et du Gabon qui était venu et en fait, son propos, enfin, ça parlait des peuples, quoi. Ça parlait des peuples. C'était hyper intéressant et ça fait vraiment écho aux propos du camarade sur le Maroc, là. Oui. Adèle, on voit que la situation mondiale, au niveau écologique, au niveau social, avec des perspectives très peu réjouissantes, on va dire. Cela dit, pour revenir sur ce que je disais en introduction, en 2025, il y a eu pas mal de mobilisations de la jeunesse, les révoltes de la Gen Z, notamment au Maroc, au Népal, à Madagascar. C'est des révoltes qui démarrent sur des revendications sociales, contre les injustices, mais qui finalement ne sont pas complètement déconnectées des questions écologiques, environnementales. Si on prend l'exemple de Madagascar, une des revendications qui a été impulsée par la jeunesse, c'est le contrôle collectif des ressources. Et évidemment, le contrôle collectif des ressources, ça pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est la question de la propriété privée, la gestion collective des ressources, comment est-ce qu'on cherche ça collectivement sans les gaspiller, etc. Au Maroc, on a aussi eu des revendications telles que Socialisation des moyens de production, en somme. Ça, c'est très intéressant que la jeunesse arrive à articuler dans un mouvement social une telle proposition. Ça montre un degré de politisation assez énorme pour arriver à, comment dire, à attaquer la propriété privée, qui est vraiment un truc, waouh! Et surtout la propriété privée des moyens de production, qui est vraiment un truc qui a été érigé au rang du sacré, hein, limite, hein, par le capitalisme, hein. C'est assez fort. C'est assez fort. Et soutien, bien évidemment, soutien à ces peuples en lutte, euh, qui font face très souvent, si ce n'est systématiquement, à une répression féroce des États, plus ou moins, après, plus ou moins féroce selon quel État, voilà. Mais nous aussi, hein, en France, hein, on voit que le capitalisme se mue dans l'autoritarisme quand il arrive en bout de course et in fine est prêt à accepter est prêt à accepter le fascisme en son sein. Après, évidemment, il faut aussi être réaliste sur la situation actuelle. On ne peut pas dire que les mobilisations dans la jeunesse soient très disons, florissantes actuellement. C'est un petit peu compliqué. L'état des organisations de jeunesse n'aide pas. Mais il se passe quand même des choses. C'est aussi la difficulté de comment est-ce qu'on arrive à les faire perdurer dans la durée. Et aussi, justement, ne pas être juste dans la défensive et se demander de comment est-ce qu'on peut proposer des perspectives. Et je fais la transition, penser à un projet de société désirable. Oui. Voilà, c'est très basé, encore une fois. Très, très basé, il y a pas grand-chose à rajouter. Voilà, moi je suis totalement d'accord avec les enjeux du moment qui ont été présentés. Il y a les constats et puis il y a le comment. Comment on fait? Comment on fait pour que ces luttes, aient le plus de chances possible de réussir? Et comment on peut comment dire, les accompagner politiquement avec un projet de société émancipateur et révolutionnaire. Parce qu'il y a une aspiration à un autre monde, à toute autre chose.
la puissance des mobilisations, aussi courte soit-elle, la puissance politique des mobilisations, de toutes les mobilisations qui ont été citées, il y a vraiment un désir fort d'autre chose et dans la population, il y a un soutien assez important quand même de ces mobilisations et de ce qui est porté. Il y avait des luttes qui, comment dire? Des luttes aujourd'hui qui sont systématiques contre, certains projets qui, il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, ne l'étaient pas parce que, c'était pas à l'agenda et notamment ces luttes-là, qu'on pourrait qualifier, d'écologistes, mais qui sont en réalité davantage écosocialistes quand on regarde la forme de ces mobilisations, qui organise ces mobilisations, ce qui s'y passe, ce qui s'y dit. Voilà, ça mêle pas mal de choses et je pense qu'avoir un corpus idéologique et amener ce corpus auprès auprès des manifestants, des manifestantes, de cette jeunesse mobilisée, eh bien ça peut porter. Ça peut porter. Alors actuellement en France, ce qui porte le plus, c'est évidemment politiquement, ça va être plus la France insoumise avec l'Avenir en commun. Mais comme je l'ai dit, c'est pas un duel l'Avenir en commun contre le manifeste écosocialiste. Je pense que les deux se rassemblent sur pas mal d'éléments et sur suffisamment d'éléments pour qu'on pousse. Mais il ne faudrait pas qu'on soit tout seul à pousser, qu'on pousse pour que l'AFI aille un peu plus sur sa gauche, notamment sur certains sujets, notamment sur l'internationalisme, ouais, sur l'internationalisme et sur l'aspect révolutionnaire. Peut-être considérer que l'avenir en commun est un programme de transition pour un programme révolutionnaire qui lui-même est un programme de transition pour un contrôle collectif des communs par la société. Voilà, bon. Là, on va un peu loin, mais je pense qu'en politique, il faut garder un horizon. Et je parle pas d'Édouard Philippe, surtout pas. Voilà. Lui, il n'a que nos huées, mais il faut garder un horizon en fait, tout le temps, tout le temps. Il faut pas se brider l'esprit. Il faut réapprendre à rêver, à fantasmer sur des choses, sur les choses politiques. Et parce que si on reste bridé dans des carcans, et ben c'est là on va pas réussir à ouvrir la fenêtre d'Overton à gauche, on va pas réussir à mener la bataille culturelle correctement sur des bases foncièrement de gauche, et au contraire, on va des fois accepter d'aller sur le terrain de la droite et d'argumenter sur son terrain au lieu de de faire vraiment un décalage fort sur nos bases, quoi. C'est pourquoi on se bat, c'est quoi la société qu'on voudrait. C'est effectivement extrêmement important, je pense que ça l'est de plus en plus, et on dit toujours, hein, c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme, mais alors quand tu as imaginé un autre monde, alors bon, voilà, et c'est vraiment ça qui a soulevé vraiment notre enthousiasme de se dire, mais oui, bon sang, mais bien sûr, il faut absolument faire ça, peut-être aussi parce qu'on en avait besoin, mais je pense parce que ça répond à un besoin qui est beaucoup plus large. Donc c'est comme ça que ça a commencé, on a dit, ah bah ouais, il faut faire ça, et Voilà, vous voyez, ça fait écho à ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire garder un horizon, des rêves, quel monde on veut en fait, quel monde on veut, et se tracer un idéal, c'est hyper important, et un idéal qui soit pas figé, quoi. Et ça, c'est ce qui est hyper intéressant dans tout le processus de la 4e internationale, c'est que c'est pas figé. C'est-à-dire que si demain, il y a un bouleversement, un nouveau bouleversement écologique ou social ou démocratique ou tout ça en même temps, souvent même c'est lié. Mais et ben, du coup, il faudra réactualiser certaines thèses, hein, et peut-être prioriser des choses, heu, qu'on face à d'autres, enfin pas face, mais à côté d'autres choses. Donc et puis on peut se permettre également voilà, qu'il y ait, une thèse de gauche ou d'extrême gauche qui émerge, qui soit révolutionnaire et qu'en fait, très peu y avaient pensé. Et finalement, ça devient, un peu hégémonique dans le mouvement social et ben, évidemment, faudra inclure ça, quoi. Donc ouais, c'est une dynamique, je trouve, intellectuelle, et politique qui est très positive. la deuxième partie de la question, qui était en fait la question, sur cette double transformation du travail. Évidemment, tu l'as dit, la première chose, c'est cette réduction massive du temps de travail, travailler moins. Bon. Donc évidemment, ça, c'est directement lié à l'idée que pour répondre aux défis climatiques, il n'y a pas d'autre voie que de réduire la consommation d'énergie.
Il faut réduire les fossiles. Les fossiles, c'est l'essentiel de l'énergie. Donc, il faut réduire la consommation d'énergie, donc réduire la production matérielle et les transports. Ça, de manière assez mécanique, hein, ça réduit le temps de travail. Voilà. Mais cette question-là, elle est extrêmement importante pour nous. Et vraiment, en ça, c'est référence directement à Marx. La vraie richesse, c'est le temps libre. Et c'est cette idée que l'être, donc le temps dont on dispose pour faire des choses, c'est plus important que l'avoir, c'est plus important que la consommation. Et bon, ça, c'est très, très, très important dans notre projet, c'est très, très important dans le manifeste, évidemment. Mais c'est super. Mais si dans le même temps, le peu de temps, même si ce n'est pas beaucoup de travail qui reste, c'est du travail aliéné, il y a peu de chances que ça se passe bien. Bon. Et donc cette question de la transformation du travail, elle est aussi extrêmement importante. Et elle est extrêmement liée à ce projet éco-socialiste, au sens, et là je vais reprendre quelque chose que j'aime beaucoup et qui est dit en général par notre camarade Michael, qui est ce parallèle sur qu'est-ce que c'est que l'appareil de production. Bon, et Michael fait le parallèle entre ce que disait Marx au moment de la Commune de Paris sur l'État et sur le fait que les prolétaires ne peuvent pas reprendre l'État pour le faire fonctionner à leur service. Et ben c'est à peu près la même chose avec l'appareil productif, parce que cet appareil productif, il n'est pas neutre, il est foncièrement construit par et pour le capitalisme. Il est structuré par ça, il est organisé par ça, donc on ne peut pas dire bon, ben on se débarrasse des patrons et puis tout continue. Non, il y a des productions qui sont foncièrement capitalistes, voilà, dont il faut se débarrasser. Et puis il y a surtout des façons de travailler qui sont foncièrement capitalistes, qui sont productivistes. Je pense en particulier au taylorisme, à ce travail en miettes. Bon, et puis il y a toute cette dimension de ce travail qui n'a aucun sens. Bon, et donc cette transformation de l'appareil de production pour produire des choses utiles, pour répondre aux besoins, dans notre verbiage, on dirait des valeurs d'usage. Bon, c'est pas la même chose que de produire pour le profit, que de produire des marchandises. Parce que la production pour le profit, pour le marchandise, elle n'en a rien à faire du fait que ce soit utile, du fait que ce soit solide, du fait que ça marche bien, du fait que ça va durer longtemps, que ce soit recyclé. Voilà, c'est hyper intéressant également. Je veux dire ça souvent, évidemment, mais c'est bien de regarder une vidéo cool aussi, hein. Il y en a marre de regarder les extraits de CNews et compagnie. Ça, je le fais pas trop ici, hein, mais j'aime bien regarder plutôt les vidéos qui me plaisent et qui vont nourrir un peu notre réflexion politique à gauche. Mais là, c'est hyper intéressant parce que là, ça couvre tout l'arc. C'est-à-dire, ouais, il suffit pas juste de déloger le patronat et de dire, pouvoir au prolétariat, quoi, pouvoir aux ouvriers, ouvrières. Et il y a des organisations encore, comme Lutte ouvrière, par exemple, qui sont dans ce truc-là. Et en fait, non, c'est oublier que, en effet, il y a des. Bah, je vais éviter de trop la paraphraser Christine Poupin parce qu'elle l'a très bien dit. Euh, mais en gros, il faut définir ce qu'on produit, comment on le produit, avec qui on le produit, comment on le décide, ce qu'on garde, ce qu'on abandonne, etc., etc. Il faut vraiment tout refaire. C'est tout un mode de pensée à revoir, c'est un mode de décision à revoir. Et là, socialisation des moyens de production, quoi. Parce que ça veut tout dire. Ça socialise à la fois les conditions de travail, les salaires, ce qu'on produit également. Parce qu'on peut dire, bon, ben, cette usine de pneus là, en fait, il y en a trop par rapport aux besoins. Donc on va en faire autre chose. Les pneus de voiture, là, on va faire des pneus de vélo, par exemple. Ouais, je dis un truc au pif, mais voilà. Ça pourrait être ça, tu vois. Et ça pourrait être tant d'autres choses, tu vois. Et parce que, voilà, c'est pas parce que l'entreprise s'appelle Michelin, par exemple, que forcément, eh ben, ad vitam aeternam, elle doit faire des pneus de voiture et des pneus de moto, etc., etc. Ça a été défini par, pas par les ouvriers et ouvrières, hein. Ça a été défini par les patrons, par les Michelin, quoi, la famille Michelin, qui ensuite est devenue un empire capitaliste. Voilà. Et on n'a jamais demandé aux ouvriers et ouvrières ce qu'ils en pensaient de ce qu'ils produisaient. Voilà, non, ça c'est sûr. Et de leurs conditions de travail, des produits éventuellement qu'ils et elles ingèrent, quoi, par respiration, etc., dans les ateliers. On n'a jamais demandé ça. Et on pourrait très bien, dans une dynamique de socialisation des moyens de production, ça vient anéantir un peu ça. C'est-à-dire que les noms d'entreprise, c'est-à-dire le marketing qui a été fait pour qu'on identifie un nom à un type de production, tout ça c'est terminé.
Tout ça, c'est terminé. On regardera les besoins des gens et aussi les qualifications, évidemment, des travailleurs et des travailleuses. Et on essaiera de mettre tout ça en commun et de décider collectivement ce dont on a besoin et aussi de manière sourcée. Parce qu'on a les outils pour savoir, là, on a besoin plutôt, je sais pas, de panneaux solaires. Là, on a plutôt besoin d'hydroliennes. Là, on a plutôt besoin de ça. On va plutôt aller sur ça. Là, on n'a pas besoin de cette usine-là. On va réaménager le territoire aussi parce que c'est n'importe quoi. Là, on aurait besoin de ceintures maraîchères autour de cette ville. Donc, toutes les usines qui sont autour, bam, on les enlève. On va plutôt s'installer à un endroit où ça risque rien pour l'environnement. Bref, il y aurait tout à revoir. Mais le seul moyen de revoir tout ça, c'est pas de rester dans le capitalisme. On ne peut pas revoir tout ça en restant dans le capitalisme parce que le capitalisme, il est en soi porteur de ces mots, en fait. Et le réguler, lui adjoindre des contraintes, certaines interdictions ou quoi, ça ne va pas changer le fond du problème. Et en plus, le capitalisme foncièrement essaye de contourner les lois et tout ça. Et il trouve des alliés pour ça, des alliés politiques également. Donc, faut vraiment révolutionner tout ça et changer de système, passer du système capitaliste à un autre système. Système qui pourrait être, par exemple, socialisé. Et c'est très important pour nous de voir comment le travail se place là-dedans. On reviendra sans doute sur la question de la planification démocratique, mais pour nous, il y a la planification démocratique qui va décider globalement des besoins auxquels il faut répondre et de comment il faut y répondre. Mais ça n'annule pas et ça ne s'oppose pas à l'autogestion par les travailleurs et les travailleuses de leur outil de travail, de leur lieu de travail. Et ça permet de faire intervenir la démocratie directement au cœur du travail. C'est-à-dire de prendre le travail comme quelque chose qui se discute, comme quelque chose qui a lieu de démocratie. À la fois comment on travaille et qu'est-ce qu'on produit. Et ça, c'est aussi extrêmement important. Je pense que ça répond à quelque chose de profond sur la perte de sens du travail, cette idée qu'on travaille mal, qu'on fait de la merde, mais oui, voilà, moi je me souviens de ces interviews de ces ouvrières de Seb qui disaient mais c'est terrible, pour les plus jeunes ça leur parle pas, c'est une vieille marque du petit électroménager, et elle disait mais c'est horrible, on fait des trucs pour qu'ils tombent en panne à la fin de la période de garantie, mais c'est affreux. Nous, on préférerait faire des trucs bien. Voilà, ça, je pense que c'est une dimension qui est extrêmement importante et qui permet d'aller un peu au cœur à la fois notre relation avec la nature, avec la matière, voilà, et au cœur des rapports de production. Donc, Ça, au moins, cette vidéo, elle permet de confirmer et de me confirmer personnellement que je suis totalement en phase avec ce manifeste, avec les gens qui le portent au sein de la 4e, au sein du NPA. Là, elle m'impressionne parce qu'elle arrive, franchement, sa réputation n'est pas usurpée parce que vraiment, elle arrive à articuler vraiment des choses politiques de manière très limpide, en trouvant des exemples concrets, en n'utilisant pas des mots pompeux et en étant très clair, quoi. Donc malheureusement, j'ai envie de dire, elle n'est pas assez invitée sur les plateaux télé. c'est une révolution qui est infiniment plus profonde que simplement se dire il faut changer les structures de propriété ou les structures de pouvoir. Il y a d'ailleurs un contre-pied à l'obsolescence programmée dans le manifeste qui est de dire la durabilité La programmée. durabilité programmée, ouais, on a inventé ça, on était contents. Et donc, c'est important aussi de rappeler les responsabilités et que cette décroissance doit être pas seulement quantitative, mais qualitative et commencer par supprimer certains types de production qui sont complètement inutiles. Et alors, dans le premier, c'est l'armement. Malheureusement, aujourd'hui, on est vraiment, la tendance elle est inverse, mais ce genre de dépenses et d'investissements sont complètement inutiles et il faut les arrêter. Il y a aussi tout ce qui, dont tu as parlé, Adèle, tout ce qui est projet inutile. Je donne encore une fois l'exemple du Maroc, où on a par exemple le TGV ou les grands stades, ou un certain nombre de projets qui sont complètement inutiles et en déphasage par rapport à la situation sociale et les urgences et les priorités sociales des citoyens. Et donc, lorsqu'on dit décroissance... Alors après, ça se discuterait parce que là, affirmer comme ça que telle ou telle production est inutile, je pense que ça allait vite en besogne. Justement, le but, c'est que ce soit décidé collectivement, pas que d'en haut, on dise aux ouvriers et ouvrières, c'est inutile. Parce qu'on pourrait très bien imaginer, dans le cadre de l'exemple de l'armement, qui, je pense, fait beaucoup débat à gauche et dans l'extrême gauche, je pense que on pourrait imaginer également socialiser la production de l'armement et en faire juste un outil de solidarité au peuple en lutte, dans une perspective internationaliste. Pour moi, c'est totalement imaginable. Et je sais qu'il y a le réseau, le RESU,
Réseau Solidarité Ukraine, dans le NPA, qui également, il me semble, milite pour qu'il y ait une aide, y compris en armement, du peuple ukrainien. Du peuple, je dis bien du peuple. C'est pas une aide d'un État à un autre, c'est une aide d'un peuple à un peuple en lutte, quoi. Pour l'autodétermination des peuples, dans une perspective, voilà, comme je l'ai dit, internationaliste. Donc dans cette perspective-là, moi, j'imagine très bien qu'on puisse socialiser ça. Alors évidemment, du coup, il n'y aurait pas des dépenses aussi fortes en armement que maintenant, où c'est démesuré, c'est pour faire peur, c'est pour installer un certain climat également de défense et de défiance, euh, et aussi un peu dépolitiser le reste et faire oublier les luttes sociales et écologistes. Mais voilà. Pour moi, c'est pas un bon exemple, et il y en a peut-être pas des bons exemples d'ailleurs, parce que c'est justement, on peut avoir notre avis en tant que force de gauche, mais pour moi, là, l'exemple de l'armement, il est pas si évident que ça. En tout cas, sur supprimer l'armement, actuellement, alors in fine, oui, in fine, bien sûr, mais ça, c'est dans une perspective rêvée d'émancipation globale des peuples et d'autodétermination, de la fin de toute dynamique coloniale, etc. Là, évidemment, oui. Mais sinon, on peut mettre au service l'armement, au service de peuples en lutte pour leur autodétermination. En tout cas, c'est un débat que je pose ici. Débrouillez-vous avec ça. Donc maintenant, pour définir un peu plus ce terme, la planification autogestionnaire écosocialiste, c'est l'exercice de la liberté de décision de l'ensemble de la société à tous les niveaux, du local au global. Donc en fait, ça permet aux populations de se réapproprier les grands choix sociaux qui sont relatifs à la production, ça a été un petit peu discuté aussi par Christine auparavant, et de décider du coup collectivement ce qu'il faut produire et comment le produire. Ces choix ils vont être éclairés par des processus de délibération collective, parce que maintenant on aura le temps, c'est surtout ça aussi, et sur évidemment l'appropriation des connaissances, qu'elles soient scientifiques ou issues de l'expérience. Oui, tout est lié, c'est-à-dire que diminution du temps de travail, ben forcément, ça laisse plus de temps pour la réflexion politique, la réflexion collective, parce que c'est ça, en fait, on nous accapare notre temps. Et quand il n'est pas accaparé par le capitalisme, il est accaparé par le capitalisme, mais à la maison. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est par là, c'est waouh. Ouah, merci Ravachol pour le raid. Ouah, incroyable. Merci beaucoup. Et bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Alors là, vous venez gonfler les rangs du cortège. Ah, merci pour les follow. Là, le cortège Trait d'Union qui grandit, là, en manifestation, on va être hyper visible. Ça, c'est cool. Donc, toutes ces décisions, elles sont guidées par le principe suivant, donc qui est important dans le manifeste, la question de décentraliser autant que possible et coordonner autant que nécessaire. Donc, l'autogestion, ça signifie donc un contrôle démocratique à tous les niveaux, donc local, régional, national, continental et planétaire. Parce que sur les questions écologiques, elles ne peuvent être abordées qu'au niveau planétaire. On ne peut pas chacun décider dans son coin, ça ne fonctionne pas. Voilà, avec l'idée que à chaque fois, la responsabilité de l'action publique, elle doit être attribuée à la plus petite entité capable de résoudre le problème par elle-même. En fait, on pense que la grande majorité de toutes les décisions, elles peuvent être décidées à un niveau très local, en fait. Mais il faut aussi discuter de comment est-ce qu'on peut réussir à s'organiser pour ces décisions plus collectives. Voilà. Ouais, donc là, vraiment, la socialisation, collectivisation des communs et l'internationalisme hyper important. Souvent même, les pires des industries, elles sont souvent d'abord les pires pour les travailleurs et les travailleuses eux-mêmes. Moi, je vais prendre l'exemple, je travaille là où j'ai travaillé, quand l'usine AZF de Toulouse a explosé, alors qu'elle produisait des choses parfaitement nuisibles, qui sont des engrais chimiques, l'essentiel des victimes ont été des travailleurs et des travailleuses, beaucoup de sous-traitants évidemment, mais dans l'usine même. C'était les premières victimes. Donc cette question des droits sociaux, de protection sociale des travailleurs et travailleuses, c'est extrêmement important. Bon, et d'être capable de poser, avec cette garantie des droits, les questions de reconversion, parce qu'évidemment, on l'a dit, la décroissance, c'est pas la décroissance comme ça, c'est aussi toute une série de tâches qui doivent être remplies, qui sont extrêmement importantes, mais c'est aussi comprendre quelles doivent être les priorités de la société. Et donc de remettre au cœur une série de tâches qui sont les tâches de prendre soin des humains, des écosystèmes, du vivant, qui doivent occuper une place centrale. De ce point de vue-là, c'est très important d'avoir, d'avoir une compréhension féministe de la
la société. C'est-à-dire de comprendre que ces tâches qui sont secondarisées, qui sont méprisées, parce que pour une bonne part, ces tâches de reproduction sociale, elles sont assignées aux femmes et elles relèvent pour une part du travail gratuit et très souvent du travail, s'il n'est pas gratuit, de travail mal payé, discriminé, etc. C'est-à-dire changer la compréhension de ce qui est important dans la société. Je pense que c'est important, y compris pour envisager Ah oui, là, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'un programme éco-socialiste est forcément féministe en soi. Par exemple, dans une telle perspective révolutionnaire, euh, actuellement, vous travaillez, vous êtes cadre dans une banque, vous gagnez facilement 1,5 voire 2 fois plus qu'un ou une cadre dans le domaine du social ou du médico-social, hein. Mais vraiment. Et qui du coup, le domaine du social médico-social va plutôt être occupé par des femmes, hein, à une grande majorité même, et le domaine bancaire où on va retrouver beaucoup d'hommes quand même dans les postes haut placés. Donc, dans une perspective révolutionnaire, ça change tout, hein. Ça, on se dit, bon, ben, déjà, la pertinence des banques, voilà, bon, ça sera questionné. Mais ensuite, la pertinence des différents corps de métier, quoi. Et à quel point certains métiers servent les besoins des gens directement, ben, forcément, on relève le salaire, les conditions de travail, la formation, etc. Parce que collectivement, on va se dire, ben, ça va être évident. Tout le secteur social, médical, médico-social, tout ce secteur-là, il va être revalorisé. Tout le secteur qui a trait à la protection des écosystèmes également. Certains secteurs aussi ouvriers, parce qu'on aura grand besoin aussi d'isoler les bâtiments et tout, forcément. Et il faut valoriser tout un tas de métiers, de secteurs. Et ça s'inscrit dans une dynamique féministe et dans les revendications féministes. Donc ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant d'y présenter sous ce prisme-là. Et là, depuis le début de la vidéo, Christine Poupin qui est en train de parler, qui est cette dame, qui est une camarade du NPA, une des porte-paroles du NPA, eh bien, la façon dont elle articule les choses politiquement, de manière claire, limpide, en mobilisant des thèmes, etc., en citant des exemples vraiment très concrets, ben, je la trouve géniale, là. C'est pas pour prêcher pour ma paroisse du tout, hein. Si elle avait été si elle avait été aux fraises, j'aurais dit ouais, c'est pas très compréhensible, hein. Mais là vraiment, je la trouve top dans cet exercice, hein. Vraiment, depuis le début, c'est pas facile, hein. C'est pas facile cet exercice d'être autour de la table pendant 1 heure et d'être clair, d'avoir l'esprit aussi vif. Elle a des notes, mais elle les lit pas souvent, hein. les reconversions, hein, parce qu'on voit bien que les échelles de prestige des secteurs sont quand même à peu près indexées sur une barre homme-femme, de dangereux et inutile à indispensable à la vie. Bon, je pense que c'est très important de comprendre cette chose-là. Bon, mais ça résout pas tout et il faut se confronter au problème et il faut dire la vérité. Oui, il y a des activités qui doivent s'arrêter. On a parlé de l'armement, mais c'est des secteurs comme la publicité, c'est une grande partie de l'industrie chimique, c'est une grande partie de l'industrie automobile qui doit être sinon totalement arrêtée, au moins reconvertie en très très grande partie vers des transports collectifs. Voilà, donc ça, il faut le dire, et donc il faut renoncer à des choses qui sont faites très souvent quand même, mais dire ah bah oui, mais il faut continuer à produire des voitures parce qu'il faut de l'emploi. Non, je veux dire, du point de vue des intérêts généraux, pas juste de notre classe, mais globalement de l'humanité, non, il ne faut pas continuer à produire toujours plus de voitures. Voilà. Et comment dire, les tâches d'émancipation qui doivent être portées par les mobilisations des exploités et des opprimés, c'est des tâches pour toute la société. Et donc pas juste sur... bon, donc ça c'est compliqué, mais il faut que le mouvement ouvrier soit capable de porter... C'est compliqué, mais tellement enthousiasmant. Imaginons, posons-nous et imaginons 2 minutes ce monde éco-socialiste avec une socialisation de la production où vraiment les cartes sont dans nos mains. Les cartes sont dans nos mains, c'est-à-dire que collectivement, on va pouvoir se réunir. On aura la diminution, ça, vous l'avez loupé, mais elle parlait tout à l'heure, il était évoqué la diminution, une forte diminution du temps de travail, qui du coup laisse le temps pour la réflexion collective, la réflexion politique. Et du coup, on peut se poser en dehors des injonctions du capitalisme, que ce soit des injonctions au travail, des injonctions à la maison. On se pose, on réfléchit,
on décide ensemble de ce qui est produit, de comment on le produit, du salaire, etc., de nos besoins, en fait, de nos besoins à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Et, euh, et ça fait du bien. Rien que d'imaginer ça, on se dit, c'est une perspective, je pense, qui est belle et qui mérite d'être portée. Et je pense qu'il est très important, c'est de garder un horizon à l'esprit, quoi. Et pas Édouard Philippe, hein, vraiment pas Édouard Philippe, hein, mais de garder un horizon, mot non commun, évidemment. Euh, Garder le rêve, garder un fantasme un peu de gauche, quoi. Une issue positive, la plus positive possible, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir, dans, dans les débats, dans les discussions, on va pouvoir porter vraiment quelque chose qui est vraiment ancré à gauche, ancré dans l'émancipation collective et dans la bataille culturelle qui est menée face à la droite et surtout en ce moment face à l'extrême droite. C'est ô combien important, parce que l'extrême droite propose à côté des perspectives mortifères avec là, des fantasmes totalement comment dire, fascistes, hein, c'est-à-dire d'exclusion de toute une partie de la population. Et on le voit, c'est illustré par les banquiers là, de ce terrain, là, le canon français, où là, on fantasme un monde béret, marinière, jambon beurre, etc., etc., musique, soi-disant bien du terroir, etc. Et en fait, nous, on doit proposer également nos fantasmes et notre type de société, celle que l'on rêve de voir advenir, celle que l'on rêve, où on rêve de vivre dedans. Et je pense qu'il y a une aspiration à ça et qu'il ne faut pas s'enfermer dans un carcan en se disant, bon, on est dans le capitalisme, comment on fait dans le capitalisme pour que les choses aillent mieux? Alors, c'est intéressant de manière transitoire, mais si on s'arrête là, coucou la France insoumise, si on s'arrête là, pour moi, c'est pas enthousiasmant pour les gens. Il faut enthousiasmer des gens qui subissent au quotidien toute une salve d'oppression, soit dans le travail, à la maison, dans le quartier, partout. Et l'oppression également du réchauffement climatique, etc., etc. Je ne vais pas toutes les faire, mais vous voyez le truc. Bah, c'est important de proposer un autre monde, quoi. Mais vraiment un autre monde. Et tant pis si ça peut paraître utopique, l'utopie est belle. L'utopie est belle, remettons de l'utopie dans nos luttes, dans nos cœurs, j'ai envie de dire, et dans nos, ouais, dans nos propositions, dans nos revendications.